Bonjour à tous, alors troisième partie de la Première Guerre mondiale, une guerre totale. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une économie de guerre, donc là nous allons parler d'économie, après avoir vu le rôle des femmes et la mobilisation des artistes. Alors l'économie de guerre, c'est l'idée qu'il faut tout changer, tout réorganiser de manière exceptionnelle dans l'économie d'un pays. Alors il ne faut pas croire que les entreprises ne sont pas impactées, elles doivent s'adapter à la guerre, il y a un but, gagner une guerre, donc ces entreprises doivent se réorganiser dans ce but-là, dans ce but unique. Alors nous allons parler de l'économie de guerre avec l'exemple essentiellement des usines Renault qui seront notre fil conducteur pour comprendre ce qu'est une économie de guerre. Alors quelques mots sur Renault. Alors Renault, c'est le monsieur qui est là, c'est Louis Renault. Il est le fondateur des usines Renault qui apparaissent en 1898. Donc oui, Renault, c'est pas si vieux que ça, 1898, 1914. Cela fait 16 ans que les usines Renault existent. C'est une petite entreprise encore, grand constructeur français, mais petite entreprise encore, très très loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle commence d'abord à fabriquer ce type de véhicule. Il faut pas rire, hein, c'est les premières voitures, ce sont les premières voitures. Donc le Renault Type A de 1898 avec Louis Renault à son volant. Alors là, on est 16 ans avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale arrive. Et évidemment, les usines Renault vont être impactées par ce conflit. Alors si on regarde ici, les chiffres qui vous sont donnés sont des chiffres en indices. Les indices, ce sont des pourcentages. Alors là, on verra ça au fur et à mesure. Ça peut être compliqué, mais bon, on va l'expliquer assez rapidement. Alors si on regarde, qu'est-ce que ça change? On va se poser une question toute simple. Qu'est-ce que la guerre change pour la vie des entreprises? Ce sera ou dans la vie de l'économie. Ce sera notre problématique. Alors si on regarde par exemple la production de voitures, Renault est surtout connu pour sa production de voitures. En 1914, Renault fabrique 1484 voitures par an. C'est assez risible, hein. Pour l'époque c'est une grosse production, pour aujourd'hui Renault fabrique plus de 200 000 voitures par an. Bon, enfin voilà, c'était sa production annuelle. La guerre éclate, et sa production de voitures diminue à 553 véhicules par an. Nombre de camions, 174 fabriqués en 1914, 1793 fabriqués en 1918. Le nombre de chars, 0 en 1914, c'est normal, les chars n'existent pas encore en 1914. Renault en fabrique 750 en 1918. Nombre de moteurs d'avions, puisque Renault va aussi s'intéresser aux avions, 0 en 1914 et 5000 en 1918. Production d'obus pour les canons, donc 0 en 1914, 2 millions en 1918. Alors là on voit bien ce qu'est la mise en place d'une économie de guerre, puisqu'en 1914, Renault est une entreprise civile qui est essentiellement basée sur la fabrication d'automobiles, un petit peu de camions, et en tout cas aucune production militaire. La mise en place d'une économie de guerre fait que l'entreprise Renault va s'adapter à la guerre, va produire pour la guerre, et quasi exclusivement pour la guerre, et donc tout ce qui n'est pas nécessaire à la guerre va être restreint. Donc les voitures sont moins utiles pour le conflit, pour les militaires, donc on diminue la production d'automobiles. Par contre, la production de camions est très utile pour les militaires, donc cette production va être multipliée par 10 en l'espace de 4 ans. Il n'y avait pas de chars, on en fabrique. Il n'y avait pas d'avion, on en fabrique. Renault n'est pas spécialisée dans l'armement, mais elle va se mettre à fabriquer de l'armement. Alors, vous avez déjà peut-être vu le genre de production de Renault pendant cette Première Guerre mondiale. Donc vous avez surtout le char Renault FT-17, parce qu'il apparaît en 1917. C'est le char d'assaut de l'armée française. Il y en aura encore quelques-uns qui combattent en 1940 pour la Seconde Guerre mondiale. Et puis, Renault est l'un des principaux fabricants de moteurs d'avion. Notamment, il équipe tous les moteurs d'avion de l'aviation de guerre française. Donc, première modification, c'est ça une économie de guerre, la réorganisation exceptionnelle d'une économie. Renault renonce à ses productions civiles et devient une entreprise consacrée quasi exclusivement aux productions militaires. Ensuite, deuxième chose qu'on peut voir sur les effectifs, c'est-à-dire les travailleurs. Renault avait 6300 employés en 1914, c'est déjà pas si mal que ça. Elle en a désormais 22 500 en 1918, avec 3% de femmes si on arrondit en 1914 et 31% de femmes en 1918. Alors là aussi, c'est la mise en place d'une économie de guerre. Donc là, on a typiquement la structure d'une entreprise de temps de paix. Donc
un nombre d'employés conséquent pour l'époque, mais qui reste modeste, et surtout une entreprise qui emploie surtout une main-d'œuvre masculine. Les 3%, ce sont essentiellement les secrétaires, des emplois très spécialisés, mais en tout cas, les femmes ne travaillent pas dans la métallurgie, ne travaillent pas dans ce type d'usine. Apparition de la guerre, donc l'entreprise Renault doit s'adapter, doit se réorganiser de manière exceptionnelle. Ses ouvriers sont partis au combat, donc il faut qu'elle remplace ses employés, donc en recourant massivement aux femmes et en augmentant son nombre de salariés. L'entreprise Renault s'en sort très très bien, on voit bien qu'elle faisait 11 hectares en 1914, désormais elle en fait 34 hectares. C'est essentiellement le site de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Alors, si vous me demandiez, mais est-ce que c'est quelque chose de terrible pour Renault? Est-ce que Renault est gêné par cette économie de guerre, donc par cette réorganisation? Alors, pas du tout. Là, c'est là où vous avez des indices. Là, on voit qu'ici, vous avez le bénéfice de Renault, donc il est de 100%. Donc, on va dire qu'en 1914, Renault avait, je ne sais pas, 5 milliards 824 634 francs de bénéfices. On va dire que ça correspond à 100%, et on regarde, on compare avec 1938, 366. Cela veut dire que les bénéfices ont été multipliés par 3,6 en l'espace de 4 ans. Le chiffre d'affaires, lui, était de 100 en 1914, il est de 170 en 1918, donc il a été multiplié par 1,7. Donc Renault avait une grande entreprise, il a désormais une très très grande entreprise. Renault était riche en 1914, il est extrêmement riche en 1918. Alors ça, ce genre de personnages, ce genre de profil, on leur a donné un nom, on les a appelés les profiteurs de guerre. C'est-à-dire Renault est typiquement le profiteur de guerre, c'est-à-dire qu'il s'est enrichi avec la guerre. Pour lui, la guerre avait aussi des aspects positifs. Et là, on voit par exemple ici c'est Corbeau. Alors Corbeau, ça peut être quelqu'un comme Louis Renault. Ce Corbeau qui est en train de se reposer sur cette casquette abandonnée qui symbolise un peu les cadavres et le cadavre qui a perdu sa casquette. Donc les charognards qui profitent des morts sur les champs de bataille en vendant des chars et des avions. Et autre exemple, vous avez ici ce chef d'entreprise. Alors on se moque dans cette caricature aussi des hommes politiques qui profitent de la guerre, mais autre exemple ici, un homme d'affaires très riche qui est assis sur les sacs de billets et les pièces de monnaie. Il s'est enrichi grâce à cette production de guerre. Alors, on va continuer un petit peu. C'est ça aussi l'économie de guerre. L'économie de guerre, donc c'est une réorganisation totale de l'économie avec un but exclusif, la guerre. Et ça, c'est un monsieur que vous devez connaître qui s'appelle Georges Clemenceau, qui a été, on va dire, le Premier ministre, hein, ça s'appelait président du Conseil, mais donc le Premier ministre de la France. Et Georges Clemenceau a fait un discours à la Chambre des députés le 8 mars 1918, et il est attaqué par des députés qui lui disent « Mais quelle est votre politique? Vous ne faites que la guerre, mais qu'est-ce que vous faites d'autre ?» Et il dit « Voilà, moi aussi j'ai le désir de la paix, le plus tôt possible, et tout le monde le désire, mais il serait un grand criminel celui qui aurait une autre pensée, et il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien, c'est-à-dire le militarisme allemand. » Donc il dit, voilà, moi aussi j'aimerais bien avoir la paix, j'aimerais bien avoir une France qui fonctionne normalement, mais nous sommes en temps de guerre. Et il dit, tout à l'heure, monsieur le député Constant me lançait une petite pointe sur mon silence en matière de politique étrangère. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est un tout. Politique extérieure, je fais la guerre. Politique intérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je fais toujours la guerre. Et il résume bien ce qu'est une économie de guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. On réduit les productions civiles et on se reconvertit dans des productions de guerre. Alors, la question est, est-ce que les civils, ceux de l'arrière, parce que c'était notre chapitre, sont au courant, parce que là on les voit se mobiliser, mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe à l'avant, au front? Alors là, c'est le dernier aspect de ce chapitre. Donc là, j'ai pris des extraits de journaux qui vous racontent la guerre des tranchées vue par les journaux de l'arrière. Le rire des tranchées, c'est un rire exceptionnel. Il apaise la faim, il trompe la soif, il rassasie, il désaltère. Qui rit dîne et le tour est joué. Toute épreuve est pour le soldat français une récréation. Journal L'Intransigeant.
Donc la réponse, vous l'avez compris, c'est non, non et non. Il y a une censure des journaux. Là, vous avez typiquement le type de journaux censurés, c'est-à-dire qu'en fait, on relit les articles, et si l'article ose dire que la France perd des batailles, ose dire que ça se passe mal, eh bien, on découpe, au sens propre du terme, le journal, qui paraît comme ça, hein, ils sont vendus dans la presse comme ceci. L'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas décourager les munitionnettes, il ne faut surtout pas décourager ceux qui travaillent dans les usines et qui contribuent à l'effort de guerre. Donc il faut leur donner l'impression que la France est toujours sur le bon chemin, que la France est sur le point de gagner, et que donc leurs efforts ne sont pas inutiles. C'est ça l'utilité de ces mensonges, hein, de cette censure. On va relire encore un autre article, on va pas tous les lire, mais à propos de Verdun, nos pertes sont minimes. Je vous rappelle, il y a eu 700 000 hommes hors de combat, dont 300 000 Français. Je reviens du front, je les ai vus, avec un L majuscule, comme s'ils étaient dieux. J'en tremble encore, je rentre du monde idéal. On parle des tranchées. Le fait est que certains abris de Verdun étaient relativement confortables. Chauffage central et électricité, s'il vous plaît. Et on s'ennuyait pas trop. On parle de Verdun et des tas de boue et des tranchées. Mais à l'époque, les Français n'ont pas l'électricité, n'ont pas de chauffage central dans les campagnes. On essaie de faire croire qu'ils ont une vie idéale. Tout ça pour garder le moral à l'arrière, faire en sorte que l'arrière reste mobilisé. Alors après, est-ce que les Français y croyaient réellement? Non. Il faut pas être, les Français sont pas complètement stupides. Parfois, leurs frères, leurs maris, leurs fils leur racontaient ce qu'ils voyaient réellement. Et puis rien n'empêchait d'aller acheter des journaux suisses, notamment, qui eux ne mentaient pas. Et on arrivait à avoir quand même certaines informations. Donc est-ce que les Français croyaient réellement à tout ce qu'ils disaient? Disons qu'ils baignaient dans une ambiance de propagande, mais les Français n'étaient pas complètement stupides. Au bout de 4 ans, ils comprenaient bien qu'il y avait un problème. Alors, si on devait répondre à notre problématique, pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire qui mobilise la totalité du pays, ses ressources, ses populations et autres? Donc, premièrement, la population de l'arrière est mobilisée. Les femmes, les artistes, il y a une mobilisation des populations. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on peut dire que la Première Guerre mondiale a été une guerre totale parce que toute l'économie se reconvertit pour la guerre. On parle d'économie de guerre et il y a une mobilisation des ressources, de toutes les ressources au profit exclusif de la guerre. Et puis troisièmement, l'État n'a qu'un seul but, la guerre, la mobilisation de l'État et de ses citoyens, c'est ce que disait Clémenceau, ma politique, c'est la guerre. Je fais la guerre, je fais la guerre. Voilà, je vous remercie. On a fini ce très long chapitre, mais c'était le chapitre essentiel au niveau des concepts, de guerre totale notamment. Donc ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir, à bientôt.